Dehors ou chez soi, pour soi-même ou pour un de ses proches, le risque d'accident est fréquent lorsque l'on est déficient visuel. Mais la sécurité s'apprend. Elle permet de gagner confiance en soi et en les autres afin de vivre le plus sereinement possible. Même pas peur. Pardon. Bonsoir, excusez-moi. Il y a une musique pas loin? Il y a de l'animation en fait, ou genre il y a des groupes pas loin? Yvan a 19 ans et a perdu la vue il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a des groupes musiques? À l'occasion de la fête de la musique, il part seul à l'aventure dans les rues de Paris. Et elle est où la route principale? Tout droit toujours? Vous avez toujours tout droit là. J'ai toujours un besoin de sortir. Et pour moi, dans ma tête, c'était clair. J'ai envie de sortir, je sors. Bonsoir, excusez-moi. Bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir. Vous savez s'il y a des groupes musicaux pas loin? Ah, des groupes musicaux. Vous savez, ouais, des gens qui chantent et tout. Peut-être par là. Comment? Bah, je vais aller voir alors. Et ma canne, c'est ma femme. C'est plus que tout. Sans ma canne, je suis perdu. C'est impossible. Je ne sors pas, c'est trop dangereux. Pardon. La sécurité doit venir de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui savons nos limites. Et la vue, c'est quand même quelque chose d'important. Et cette vue-là, on est en capacité de la compenser. Mais pour la compenser, il faut savoir ses limites. Il faut savoir qu'à tel moment, on n'est pas capable. D'accord, moi je vais tout droit. Comment tu t'appelles? Yvan. Yvan. And you? Brandon. Brandon. Mes limites dans la rue, c'est... Oui, il y a des personnes qu'on sent ou qu'on sent moins. Et moi, je sens moins, j'ai plus de réticence, beaucoup plus avec les personnes alcoolisées. Les personnes qui sont alcoolisées, j'ai moins confiance qu'elles m'aident, qu'elles me guident, parce que, ouais, elle est alcoolisée, donc elle est pas sereine, elle est moins lucide qu'à l'accoutumée, donc elle est plus en capacité, elle est plus amène à me guider dans la mauvaise direction, à m'orienter vers la mauvaise direction, ou tout simplement vers un poteau, ou vers n'importe quoi. La sécurité, ça s'apprend. On ne doit pas la bâcler. Même si c'est long, c'est fatigant, on a l'impression que c'est une perte de temps. C'est quelques mois que j'ai perdu. Au final, aujourd'hui, je ne me plains pas. Aujourd'hui, je suis venu de chez moi, tranquillement. Je suis sorti, j'ai pris mon RER, j'ai pris mon métro. Voilà, je n'ai pas de problème, je suis content. J'ai pris le temps d'apprendre les gestes, d'apprendre les mouvements en cas de problème, en cas de pépin, en cas de... Voilà, pour la sécurité. Et puis ces mouvements-là, dès que je les ai eus, ils sont dans la peau, ils restent. Donc là, logiquement à gauche. Ah, mais t'as un truc là-bas aussi. Cette envie de sortir, c'est cette envie d'être comme les autres, comme les autres voyants. Et les autres voyants, ils restent pas à la maison, ils sortent. J'étais scolarisée dans des instituts spécialisés. Béatrice. Donc on avait des cours de locomotion. J'en ai eu jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Ensuite, on a estimé que j'étais autonome, que je savais me diriger dans la rue. Et à cette époque-là, je voyais encore un petit peu, je voyais un centième, il me restait un petit bout de vue. Et ensuite, à l'âge de 17 ans, j'ai perdu ce qui me restait de vue. On m'a réévalué, on m'a dit que j'avais de bons acquis, que je pouvais continuer à me diriger toute seule dans la rue, ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai rencontré Vincent. Alors le piège, quand on rencontre quelqu'un qui voit, ou qui voit un peu, enfin, ne serait-ce qu'il y a quelque chose de plus que nous au niveau visuel, c'est qu'on a tendance à se reposer sur la personne. Donc il y a une espèce de truc qui s'installe, on laisse couler, et au bout d'un moment, on perd ses habitudes et on perd ses moyens.
Et je me suis retrouvée à plus savoir à perdre de l'assurance dans la rue et à plus savoir vraiment me diriger avec ce que j'avais appris en cours, à plus savoir vraiment non plus les techniques de traversée. J'avais perdu les réflexes. Pendant cette période, j'ai eu un accident. Je me suis fait renverser par une voiture et j'ai perdu toute assurance au niveau de la traversée. Devant les clous, j'étais tétanisée. Béatrice a décidé de reprendre des cours de locomotion. Elle réapprend à traverser sous le regard de son instructrice. Non, c'est bon, je suis en cours en fait. Excusez-moi. Alors, vous ne voulez pas traverser? Non, je dois apprendre à traverser toute seule. D'accord. Merci. Donc, elle écoute la circulation pour déterminer la forme du carrefour, la signalisation, la largeur des rues, le sens de circulation des rues. Et elle est placée devant le passage protégé et orientée. Tout ça, elle le fait auditivement en fait. Alors, ce qui crée le risque pour nous, c'est tout ce qui est incivilité, par exemple les voitures mal garées, les containers mal rangés, et puis les vélos qui roulent sur le trottoir parce que c'est plus sécurisant pour eux que dans la rue, donc ils roulent sur le trottoir. Sauf que nous, quand ils nous arrivent dessus, on est un peu surpris. Alors, quand on leur dit ça, ils nous disent « mais vous inquiétez pas, je vous vois ». Les voitures qui grillent les feux, ça aussi, parce qu'on a toute une stratégie pour pouvoir se diriger et malheureusement on est obligé parfois de faire encore plus attention parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les règles. Donc c'est ça qui nous met en insécurité. Alors, qu'est-ce que vous avez observé? Alors, c'est un carrefour en croix avec feu. La rue que je viens de traverser est sortante. Oui. Il y a au moins 2 fils. Et la rue qui est en perpendiculaire, elle est à double sens aussi. D'accord. Aujourd'hui, je retrouve petit à petit mon assurance. Je traverse encore avec un pas un petit peu rapide. J'ai encore une petite angoisse qui reste, mais c'est beaucoup moins que ce que c'était. Avant, j'étais figée devant les clous. Oui. Très mal orientée. Oui. J'ai traversé complètement en diagonale. Oui. J'ai peut-être pas eu assez de voitures venant d'en face pour m'orienter, ou peut-être pas assez attendu pour pouvoir m'orienter. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. Oui. Bon. Et ensuite, m'étant aperçu que j'étais dans la rue et non sur le trottoir, j'ai bifurqué à gauche. Très bien. Sans regarder s'il y avait un obstacle et je me suis pris le poteau. D'accord. Voilà. Très Donc bien. là, il y a une cascade de choses à ne pas faire. Bonne auto-analyse, ne soyez pas trop dur avec vous-même, d'autant plus que en fait, le fait d'avoir fait ensemble le point juste avant la traversée vous a quand même un petit peu désorienté. Donc vous auriez dû plutôt que reprendre un temps pour vous réorienter. J'ai pas pris le temps. Voilà, c'est juste. Je comprends qu'il y ait des gens qui, suite à un accident ou suite à des choses qui les auraient, des expériences qui les auraient plus ou moins insécurisés, ou des gens qui viennent de perdre la vue, par exemple aussi, se replient sur eux-mêmes et ont du mal à avancer, ont du mal à aller vers l'extérieur. Ça s'explique, ça se comprend. Par contre, quand on est dans cette situation-là, bon, comme je l'ai dit quand j'ai perdu ce qui me restait de vue, on a 2 solutions. Soit on marche, soit on crève. C'est un des 2. La question d'aller vers l'extérieur, de s'ouvrir vers le monde extérieur avec tout ce que ça comporte, moi, je la gère comme le reste plutôt sereinement. Mais j'ai travaillé sur moi pour ça. Laurence,
L'une des éventuelles conséquences de s'ouvrir vers le monde extérieur et de voyager et d'aller dehors, quoi, hein, c'est de se faire agresser. Alors, on est d'une certaine façon un peu plus vulnérable que d'autres personnes parce qu'on est une femme. Et alors, déjà, quand on est une femme, on est d'une certaine façon vulnérable, et parce qu'on est aveugle. Donc, sous différents prétextes, les gens, les hommes, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, trouvent toujours prétexte à s'approcher de nous, parce que tant qu'à faire, on est considéré comme des cibles faciles. Alors ça c'est je dirais que c'est une vérité. Moi, personnellement, j'en ai été victime quand j'étais plus jeune. J'en ai été victime. Ça peut aller d'une simple conversation un petit peu osée et qui dure un petit peu longtemps à notre goût, aux gestes obscènes, très obscènes, où là, il n'y a pas besoin de conversation, hein, parce qu'on ne prend pas de détour. Et donc là, faut faire preuve de sang-froid, et c'est pas toujours facile. Ça fait partie du jeu. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même pour ne pas aussi me renfermer, hein, parce que, alors justement, là, quand... Ça peut effectivement, ça peut provoquer un renfermement sur soi-même, un repli. On peut avoir peur de sortir quand on a vécu ce genre d'aventure. Oui, forcément, on a peur de sortir. Mais alors, j'allais dire, c'est un petit peu comme quand on tombe de cheval. Faut remonter tout de suite. Ou sinon, on ne monte plus jamais. C'est ça le truc, en fait. Maintenant, maman, on va dans un autre parc. Non. Vas-y, ma belle. Laurence est aveugle de naissance. Elle est mère d'une petite fille de 4 ans et demi qui est voyante, Natacha. Le handicap fait peur. Alors le handicap avec un enfant, c'est encore pire, hein. Il faut essayer vraiment de combattre ça, mais on nous demande d'être 2 fois plus performant que n'importe qui, hein. Chose qu'on ne peut pas faire forcément, hein. Là, nous, on s'occupe de notre enfant comme ferait n'importe quelle maman. Notre nature développe des capacités chez nous comme chez n'importe quel papa et n'importe quelle maman, hein. Allez, va, défoule-toi, vas-y. Derrière moi. Je suis là, vas-y, Natacha, vas-y. Et fais bien attention à toi, regarde bien devant toi. La peur, on l'a, elle est en nous, elle existe, hein. On a fait un enfant, on l'a porté pendant 9 mois, c'est notre enfant. Il faut le surveiller, il faut lui apprendre. C'est tout un programme. Mon credo, c'est la peur n'évite pas le danger. Donc sans provoquer d'événements, de situations critiques, on sait que l'accident peut toujours avoir lieu, parce que personne n'est exempt d'accident. On sait que ça peut toujours avoir lieu, mais on sait aussi que on ne peut pas décemment enfermer un enfant dans une cage parce qu'on a peur de l'accident. Les gens, souvent, ce qu'ils veulent faire par rapport à nous, c'est nous aider, c'est faire les choses pour nous, les choses que eux jugent dangereuses ou insécurisantes ou quoi que ce soit. Mais en fait, ils se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils nous empêchent d'apprendre à faire nous-mêmes les choses. Et le jour où ils sont pas là, parce qu'un jour, ils ne seront pas là, de toute façon, on sera toujours confronté à cette situation-là à un moment donné, on n'est plus rien. Voilà. On n'est plus rien parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'un tel a fait à notre place, parce qu'un tel est venu nous chercher au lieu de nous laisser prendre le train, parce que, voilà, des tas de choses comme ça. Donc, trop de sécurité, moi c'est ce que je dis souvent, hein, trop de sécurité de la part des valides peut tuer notre sécurité à nous. Il faut un maximum qu'on essaie de s'émanciper et de garder une certaine autonomie, quoi. Parfois, on a le sentiment que la personne qui voit, elle se sent, par rapport à nous, complète. Parce qu'elle a tous ses sens, il lui manque rien, et nous, il nous manque quelque chose. Et donc, elle a peur pour nous. Voilà. Elle a peur pour nous,
Et elle finit par créer finalement des peurs chez nous qu'on n'aurait peut-être pas eues. Toujours en quête de plus d'autonomie pour élargir son périmètre de sécurité, Béatrice participe à un atelier de sensibilisation aux gestes de premier secours à donner en cas d'accident. En fait, ça faisait longtemps que je voulais le faire, puis ça s'est précisé encore plus quand j'ai rencontré Vincent, qui est mon mari, qui m'a dit qu'il s'était fait opérer du cœur. Alors il me dit, mais t'inquiète pas, mon cœur est parfaitement normal. Mais moi, j'ai toujours en fond cette espèce d'inquiétude et je me dis, si un jour son cœur il est plus normal et qu'il tombe, je fais quoi? Le cœur se situe à peu près, quand vous suivez ici les côtes, vous avez le bas du sternum. Oui. Idéalement, eh bien, vous sentez ici le talon de ma main, eh bien, ça va être à 1 ou 2 cm au-dessus du repère que vous avez pris en bas du sternum. Comprimez et je vous dirai si ça sera suffisant ou pas. Allez-y. Alors là, c'est trop fort par contre. Allez-y, comprimez encore. Un petit peu moins fort, tout à fait. Maintenant, essayez d'avoir un rythme régulier, c'est-à-dire que vous comprimez, vous comprimez, vous relâchez sans qu'il y ait d'arrêt. Ça fait partie de l'autonomie, ça sécurise effectivement de savoir que s'il se passe quelque chose, on pourra au moins savoir quoi faire et dans quel ordre. Oui, ça, pour moi, ça fait partie de la sécurité, effectivement. 25, 26, 27, 28, 29. Ok, on va arriver là. Wow. Et ben vous avez un sacré rythme, hein. C'est physique. C'est physique, je vous l'accorde. Oh, t'en avais beaucoup trop. Tu crois? Ah oui, t'as raison, j'arrive. Ça fait bizarre. Mais non, c'est rien. Bon, tu casses un petit carré. Alors attends, Bien, va j'en chercher. casse. Alors, va chercher ta. Attends, on va d'abord mettre le sucre, on y va. Le sucre vanille. Oui, on va mettre. J'ai été surprotégée quand j'étais enfant. Je m'a laissé prendre les transports toute seule très tard. On ne m'a pas appris forcément à faire la cuisine à la maison. La cuisine, je l'ai apprise à l'école, parce que j'étais dans une structure adaptée. Donc j'ai appris ça à l'école. Et heureusement d'ailleurs que j'ai appris ça à l'école, parce qu'il s'avère que par exemple, petite, j'avais la phobie du feu. Ça, c'est moi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir apprendre à me servir d'une cuisinière à l'école. Sinon, je ne sais pas ce que je mangerai aujourd'hui. Et surtout, je ne sais pas de quoi je nourrirai ma fille. T'en mets combien? 2 là. Ne fais pas trop. Mets-toi bien. Maintenant, maman, je peux. Continue, Natacha. Bien. Continue encore. Monte au fur et à mesure. Le plus près de la case. Voilà, vas-y, tu peux y aller. Attention, ça. Voilà. Voilà. Aïe, tu t'es brûlé? Non. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour remuer? Ouais. Voilà, parfait. Doucement, Natacha, tu peux pas obligé d'être fort. Vas-y, Natacha. Tu tiens la queue de la casserole de la main gauche et tu remues de la main droite. Vas-y. Doucement. Doucement. Mais régulièrement et partout. Tiens, avec un peu plus de force. Parce que là, je peux te l'enlever comme je veux, là. Allez. Regarde comme elle est. Elle est juste comme il faut, là. C'est fini, là? Oui. Ouais, on va la laisser refroidir et puis elle est parfaite, là. Zo, très bien, ma fille. Super. Tu vas ranger ton tabouret, s'il te plaît? Dans les peurs qu'on peut avoir quand on est maman, il y a celle concernant la santé de l'enfant. Alors comment est-ce qu'on peut déceler un mal de gorge, un mal d'oreille, des boutons, des plaques rouges qui viendraient sur l'enfant et qu'on ne verrait pas, par exemple? Bon, finalement, c'est pareil. Au fil du temps, on s'aperçoit que de toute façon, l'enfant apprend à s'exprimer, apprend à décrire les choses qu'il ressent. Et quand ça fait mal, ça fait mal. S'il a un bouton, il le décrit, le bouton, il le dit. Il dit où c'est, il montre. Hein. Moi, elle me prend la main et elle me montre où elle a mal, quand elle a mal quelque part. Donc, s'il y a quelque chose qui nous paraît anormal, eh ben, on va chez le docteur et puis c'est terminé. Et ben voilà. Oh bah voilà. C'est raté. Maman, maintenant, il faut chercher un autre ballon. Ah, je suis horreur. Maman, je veux un ballon blanc. Blanc. Oui. La rue est pleine de bruit. Et quand il y a du bruit,
une maman aveugle ne peut pas surveiller son enfant autrement que par le toucher ou par l'oreille. Et donc dans la rue, la seule façon de garder son enfant, de surveiller son enfant, on va dire, c'est de le tenir par la main. Natacha me tient la main, me tiendra encore la main pendant quelques années, j'imagine. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est ainsi qu'elle l'a assimilé, en fait. Elle ne conçoit pas de marcher dans la rue sans me tenir la main. Et quand elle est avec quelqu'un qui voit, j'exige qu'elle tienne la main. Parce que alors après, une fois que les enfants prennent des habitudes, ils ont plus de mal à les abandonner. Donc j'exige que Natacha tienne la main dans la rue. Ah, cours. Vole et nous venge. Ah, c'est bien. Ah, ah. C'est mieux. Un enfant qui pleure. Il y a du monde, hein? C'est dur, là. Alors, comme il a pris à bien se défendre et à ne pas se laisser faire par les autres petits qui pourraient l'embêter, si elle devait se faire mal, je l'entendrais pas. Donc, je me dis que tout va bien. Oui, mon chat. Hein? Va jouer. Comment ça, il n'y a pas d'eau? Va jouer, va courir. Cours. Quand l'enfant vient au monde, on intellectualise, on se crée des films parce qu'on ne sait pas ce que c'est finalement. Et puis plus on découvre et plus on sait ce que c'est et plus ça se fait naturellement. Non, c'est vraiment... Finalement, on a un certain instinct maternel quand même qui nous permet aussi de comprendre l'enfant à demi-mot, de ressentir aussi avec l'enfant peut-être. Et du coup... ça diminue les risques. Il y a pas de, on laisse rien passer. Ouais, Yvan, encore, 5 mètres. Ouais. Yvan, où? Sur le terrain, on se déplace. Oui. Quand je voyais, je jouais déjà au foot. Et depuis l'âge de 15 ans, donc je joue en club. Et moi, je suis un fan de foot et j'aime beaucoup aller dans les stades. Et durant mon adolescence, il y avait pas mal de matchs importants qui se déroulaient à Auxerre. Et moi, je suis un grand fan d'Auxerre. Et je me souviens, il y a 1 an, je vais à Auxerre. Et donc, le match, c'était génial. On a renversé le score 2-0. Je pense que c'était le plus beau souvenir que j'ai jamais vécu. Et dès que le match se termine, je me dis, mais comment je fais? Tous les trains, il n'y a plus de train pour rentrer sur Paris. Je dors où? Comment faire pour dormir? Et là, à la sortie du stade, il y a un monsieur qui vient vers moi et me dit « Bonjour monsieur, vous voulez que je vous aide ?» J'ai dit « Oui, excusez-moi, j'ai pas où dormir. Comment j'ai pas où dormir? Est-ce que par hasard vous pourriez m'héberger chez vous? Ou n'importe quoi ou... Donc j'ai pas de solution. » Et il me dit « Bah ça tombe bien, moi je suis le chef des pompiers d'Auxerre. Et ce soir, je faisais le match avec les pompiers. Et on rentre à la caserne. Et il y a une chambre de libre, il y a un pompier qui est pas là ce soir. Donc moi, partir sans savoir précisément où, sans savoir précisément le lieu, sans savoir à quand, à quel moment, ça me fait pas vraiment peur en fait. Parce que dans ma tête, je suis serein, c'est-à-dire que je me pose pas 1000 questions, je vais droit au but. Je sors et c'est ça ma devise, c'est sortir et il y aura toujours quelqu'un dehors qui va t'aider. Yvan, on est parti. Quelqu'un qui vit dans son cocon, ces aventures-là, ces péripéties, ces instants de bonheur, ces instants de joie, il ne les vivrait jamais. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels 0811 703 300
www.unadev.com. Le site internet de France 5 est également à votre disposition. www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets / ou écrivez-nous à vous de voir France Télévisions, pôle France 5, 2-4 rue Marceau, 92 130 Issy-les-Moulineaux. Auteure-réalisatrice Sophie Bensadoun. Producteur délégué Emmanuel Schlomberger. Directeur de collection Philippe Muller. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet. Production Valérie Verdier-Ferré, Zena Acherouf-Kébir. Unité documentaire Caroline Béard, Carole Whitcroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.